votre sœur, oui, je m'en souviens, ça me revient là. Comment est-elle? Vous ressemblez, vous avez les mêmes dents. Ça en fait du temps, ça. Vous savez, comment on est, nous les humains, on a une vision plus libérée de la sexualité. Je suis plus pour l'égalité entre les sexes, même intéressé. Non, mais écoutez, on va tout arranger. Je vous donne mon numéro, mais... Bon allez les gars, laissez-moi piloter. Vous avez insulté tout le monde et quand on est venu vous calmer... Vous avez dit que vous vouliez nous buter. Ben, vous savez comment je suis, beaucoup de bruit pour rien. Allez, promis, excusez-moi, c'est fini, je suis calmé. Ah merci, meilleur mécano de la galaxie. C'est cool, super chasseur de primes, j'ai la meilleure équipe qui soit. Putain, merci, franchement vous assurez. Putain, il me saoule, c'est quand même moi le capitaine ici. Bordel! Bonjour citoyens, bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode consacré à Star Wars épisode 7, ou plutôt à la production du film. Nous avions vu dans la partie précédente que le rachat par Disney était quelque chose de plutôt positif, et j'avais commencé à analyser l'influence réelle qu'avait eu Lucas sur la saga. Je vous avais quitté, sans vous l'énoncer, sur un aspect de la prélogie qui me tient particulièrement à cœur, car il est à mon sens symptomatique des défauts de celle-ci. Jar Jar motherfucking Binks. Vous vous doutiez bien que j'allais venir, hein? Mais plus que le personnage lui-même, c'est plus le parallèle que l'on fait entre lui et les Ewoks qui m'énerve. Il est communément admis que les Ewoks ne sont appréciés que par les fans qui ont vu les premiers épisodes de Star Wars lorsqu'ils étaient enfants. Ce qui fut mon cas. Rien d'anormal, effectivement, puisque ces personnages s'adressaient directement à eux. Et je peux tout à fait comprendre que les fans qui avaient plus de 16 ans lors de la sortie du film les aient détestés. Il se trouve que les Ewoks divisent les fans de Star Wars en deux groupes. On parle de la ligne Ewokienne. Ceux qui sont nés avant la ligne avaient au moins 10 ans quand le Jedi est sorti sur les écrans. Ils étaient donc trop vieux pour apprécier ces délicieuses créatures. Ceux qui sont nés après la ligne adorent les Ewoks parce que... Parce que quoi? Eh bien parce qu'ils ressemblent à votre... Ours en peluche? Parce qu'ils ressemblent à votre ours en peluche. Merci Gina. Mais aujourd'hui, c'est ce même type d'argument qu'utilisent tous ces jeunes abrutis décérébrés ayant vu Star Wars. Ça va, ça m'a échappé. Donc, c'est l'argument qu'utilisent ceux qui étaient gosses lorsqu'ils ont vu la menace fantôme pour défendre Jar Jar Binks et les Gungans face à nous, les vieux cons. Cette chronique est placée sous le signe des vieux cons. Les vieux cons, il y en aura toujours, même dans le futur. Car toi aussi, tu finiras par en devenir un. J'avais 13 ans lorsque l'épisode 1 est sorti. Et je dois avouer que si Jar Jar Binks ne s'adressait pas forcément à ma génération, il ne m'avait absolument pas dérangé. À l'époque, ma cinéphilie était purement consommatrice, et j'étais juste content de voir un nouveau Star Wars. Il y a donc eu une période de ma vie où je n'avais aucun mépris, ni pour les Gungans, ni pour les Ewoks. Il est donc intéressant d'analyser pourquoi, par la suite, alors que ma cinéphilie devenait plus analytique et intellectuelle, j'ai fini par détester les premiers et pas les autres. C'est tout simplement parce que la manière dont les Ewoks et les Gungans sont présentés dans la saga, ainsi que leur implication au niveau de l'histoire, n'ont absolument rien à voir. Voilà ce à quoi on assiste pendant la bataille d'Endor. Écrasement, pendaison, décapitation, rituel musical sacrificiel païen, chute de 30 mètres, chute de 200 mètres peut-être. Des gens meurent, c'est la guerre. Maintenant, regardez la bataille de Naboo. Quelle cinglerie! Main en l'air. Mi-saron. Mi-saron. Il y a quand même un Gungan qui meurt. Lui, là. Alors on va se quitter comme ça. Non, pas lui. C'était le meilleur. Il était tellement important pour l'histoire. J'en peux plus. C'est de la merde. D'un côté, c'est la guerre, la vraie. Et même si le sujet est traité avec une certaine légèreté, des êtres de chair et de sang meurent. Pas des robots dont tout le monde se fout. Ah, Poultronax, te voilà. Aïe, je suis peut-être imposteur, mais j'ai mal. On est d'accord,
l'application émotionnelle n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, il y a une scène de la bataille d'Endor qui m'a particulièrement marqué. Mais bordel, vous avez vu toute l'émotion qui se dégage de cette scène? Deux victimes de la guerre. L'un meurt et l'autre survit et pleure son compagnon disparu. Cet Ewok est mort pour sauver la galaxie. Il est mort pour nous sauver tous. Et ils ont fait quoi, les Gungans? Hein, vous allez me le dire, vous? Ils ont fait quoi, les Gungans? Oh, c'est très agréable. Oui, capitaine, c'est de l'eau. Quoi? De l'eau? Ah! Kornekit était un père de famille aimant et un excellent chasseur. Il aimait aider sa communauté et tout le monde l'appréciait. Mais il a choisi de se sacrifier pour sauver la galaxie. Grâce à son sacrifice et à celui de beaucoup d'Ewoks, l'Empire a disparu et nous vivons de nouveau une ère de paix. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas Kornekit. Don't forget Kornekit. Ça c'est cool, et ça c'est naze. La parenthèse est close. Autre raison pour laquelle je ne regretterai pas le départ de George Lucas. Avec sa fâcheuse tendance à modifier continuellement la saga originelle, souvent afin de la rendre plus enfantine ou au détriment de l'ambiance des scènes, j'ai fini par considérer Lucas comme le pur produit d'une société politiquement correcte et aseptisée. Ce qui semble ressortir de la deuxième trilogie, c'est tout simplement que dans l'esprit de George Lucas, Star Wars s'adresse avant tout aux enfants, et non pas à toutes les tranches d'âge. Il y a donc... Il y a donc ici une incompréhension fondamentale entre George Lucas et les fans des 3 premiers films. Et c'est ce décalage qui cristallise les tensions et anime les débats aujourd'hui. Alors, la question reste ouverte. Une œuvre appartient-elle à son créateur ou au public? J'ai une opinion sur la question, mais pas de réponse définitive. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que je trouve très critiquable cette démarche qu'a eu Lucas d'essayer de faire disparaître les versions originelles des films qui ont bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Qu'il cherche à améliorer son œuvre, soit, mais cela serait tout à son honneur que de laisser les versions des années 70 et 80 disponibles pour ceux qui souhaitent les voir. Et son refus catégorique en la matière témoigne tout de même d'une certaine tendance au despotisme. Et puis, il y a un dernier aspect que je ne pardonnerai jamais à la prélogie. Vous pourrez chercher autant que vous voudrez, ce plan emblématique de la saga n'est à aucun moment présent dans les épisodes 1, 2 ou 3. Et c'est vraiment dommage, car en plus d'être un effet très réussi, c'est un plan particulièrement évocateur. Le voyage, la découverte de l'inconnu, voilà ce qui nous est offert dans la première trilogie, et c'est loin d'être le cas dans la deuxième. J'ai tout simplement fini par douter de Lucas en tant que créateur d'émotions, non seulement par le biais du récit, mais également par la réalisation et le montage. Ah, J.J. Abrams. Là aussi, on peut dire que cette annonce n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et si je reconnais que c'est un réalisateur qui a ses défauts, notamment l'utilisation abusive de lens flare... Bon, Zarbut, c'est bon, on a compris, baisse un peu la luminosité, s'il te plaît. Moi, si on peut plus déconner. Certains lui reprochent surtout de ne faire avancer son récit que par le biais de coups de théâtre à répétition. Mais personnellement, j'imputerais cela plutôt au fait qu'il travaille souvent avec Damon Lindelof, qui, je le répète, a scénarisé Prometheus. Oui, car autant les rebondissements à répétition n'étaient pas la mécanique majeure du premier reboot de Star Trek, sur lequel Lindelof n'a pas travaillé, autant c'était bien plus le cas dans le deuxième, Star Trek Into Darkness, qu'il a scénarisé. J'aime beaucoup J.J. Abrams, et sur de nombreux points, je suis persuadé qu'il fera un meilleur travail de réalisation que Lucas. Premièrement, j'apprécie sa philosophie qui consiste à continuer à travailler avec de l'argentique et en décor réel. Je ne suis pas contre le numérique, qui évidemment permet de faciliter les tournages, le montage et la post-production. Mais force est de constater que le parti pris d'Abrams apporte un aspect bien plus organique à ses films. Et c'est bien ce qui a manqué à la prélogie, pour laquelle George Lucas avait choisi le tout numérique. Du coup, on a eu droit à des acteurs qui ont dû évoluer à 80% dans d'immenses fonds verts. Ewan, what if you look up at those yellow Ys? Is that where you were looking? Oh, all right. Well, look up at the yellow Ys. Let me see what happens then. We've had, as you say, an enormous amount of blue screen or green screen also, it seems, work in this film. And I'll never get used to that. It's really, really hard. Inévitablement, cela se ressent dans leur jeu et même dans certaines séquences de combat où l'on voit qu'il n'y a pas de logique entre les images de synthèse et le mouvement des acteurs. Ensuite, les effets spéciaux vieillissent bien plus mal que les décors réels.
Par exemple, il est vrai qu'il y a 15 ans, on se laissait aisément embarquer par les décors de la prélogie. Mais si vous la regardez à nouveau aujourd'hui, vous constaterez vite que cela commence déjà à être daté. C'est donc un écueil qui sera évité avec l'épisode 7. Mais c'est loin d'être le seul aspect positif que peut apporter Abrams à la saga. Alors, c'est assez subjectif, je vous l'accorde, mais à mon sens, ces films ont également un côté très viscéral, notamment par le biais de l'ambiance sonore qui est très important. Je me souviens notamment des sons des vaisseaux dans Star Trek lorsqu'ils warpent, ou encore les tirs de phaser. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans le son que fait le sabre laser dans le teaser de l'épisode 7. On pourra argumenter de la logique du design de la chose, mais force est de constater que ce bruit fut pour moi aussi efficace qu'un coup porté à la poitrine, accentuant ainsi le côté violent qui émane du personnage. C'est également un réalisateur qui manie efficacement l'art du contre-pied, et qui prend un malin plaisir à ne pas apporter au spectateur ce qu'il attend. On sort un peu de la science-fiction, mais j'avais vraiment apprécié cette scène de Mission Impossible 3, dans laquelle Ethan Hunt se lance à l'assaut d'une forteresse seule, en passant de toit en toit dans une séquence assez dantesque. Et au moment où la tension est à son comble, et qu'on s'attend à une scène d'action de ouf, eh bien, il préfère nous montrer ses coéquipiers qui l'attendent dans un fourgon. Putain, c'est le bordel là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop nombreux. Il est où le capitaine? J'en sais rien. Hey, regarde. Je suis l'homme dans ma vie, je suis l'homme. Vous en faites pas, les mecs. Je m'en occupe. Te voilà enfin, mon pire ennemi, Paul Terranax. Viens ici que je te casse la gueule. Elle était bien cette soirée hier. Ah ouais, elle était vachement bien, hein. T'as emballé? Ah non, pas du tout. Et t'as vu, ils avaient ramené des pop-corn avec du caramel dessus. Ah ouais, mais moi je les préfère salés. Tu vois, ah t'es plutôt salé toi. Ouais, plutôt. Et tu crois que ça donnerait quoi si on mélangeait les deux? Tu sais, on prend les pop-corn avec le caramel et dessus on met du gros sel comme ça. Je pense que ça ferait comme du chinois, quoi, du sucré salé. On se bat! Peut-on imaginer un contre-pied plus grand que celui-là? Détruire Vulcain! C'était une idée de génie. Comment relancer un univers qui commençait sérieusement à s'essouffler, si ce n'est en détruisant l'un de ses piliers? Je pense tout simplement que J.J. Abrams possède une palette plus vaste que George Lucas lorsqu'il s'agit de réaliser un film d'aventure matinée d'action. Il suffit de constater les différences de traitement que font les deux réalisateurs d'une même situation. Dans le Star Trek d'Abrams, Kirk apprend qu'ils vont tomber dans un piège et doit prévenir le Capitaine Pike. Bim! Course-poursuite, plan séquence, plusieurs personnages qui interviennent, des éléments humoristiques, des décors réels, des figurants, bref, de la vie et du rythme. Et hop, on est sur la passerelle et on donne l'info. Et voilà ce qu'il se passe dans Star Wars épisode 3. Anakin apprend que Palpatine est en fait Dark Sidious. Ah, enfin, le masque tombe, il va immédiatement l'éliminer. Ah non. Bon, alors, il faut absolument qu'il aille vite prévenir Mace Windu. Est-ce que tu vas me tuer? Non. Je dois dire il cause. Ok. Chant. Contre-champ. Maître Windu. Quoi? Il faut que je vous parle. On est direct au temple Jedi? Bon. Tu en es sûr? Ok, il marche sur fond bleu. Il faut que je vienne. Non. Oh putain que c'est chiant. On me dira que le style d'Abrams est exagérément rythmé, et que la plupart des éléments qui interviennent ne sont là que pour ajouter du rythme de manière assez facile et artificielle. Et ce n'est pas faux. Mais il faudrait être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'il est tout de même plus intéressant de regarder la scène d'Abrams plutôt que celle de Lucas. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout l'épisode 3 n'est qu'un enchaînement de personnages qui parlent. Il y a 29 scènes de blabla dans le film. Ça représente très exactement 45 minutes et 28 secondes de la durée totale, soit 34%. Et je n'ai compté que les scènes de dialogue qui ne sont pas intégrées à une séquence d'action. 34%, mais c'est énorme, bordel! On est dans un film d'aventure, pas dans un épisode d'amour, gloire et beauté! Depuis que ma femme est partie, je ne suis plus le même homme. Enfin, Catherine, vous savez, dans les déserts, les oasis sont souvent des mirages. Vous m'avez fait demander, monsieur Bouvier-le-Duc? Allons dans mon bureau. Je vous fais confiance, monsieur Bouvier-le-Duc. Justement, Jean-Marc, j'ai agi à la légère et vous n'avez pas mérité ma confiance. Le prétexte est facile. Je vois que vous n'avez toujours pas supporté ma liaison avec Suzanne. J'ai décidé de muter Jean-Marc à l'hôpital Velpo. À l'hôpital Velpo? Ah ouais, parce qu'en termes de mise en scène, c'est exactement ça. Des gens debout ou assis qui parlent en chant contre chant, point. C'est plat, chiant, et ça n'a aucun intérêt cinématographique. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut bien que les personnages parlent et que le récit avance. Et j'aime beaucoup les scènes de dialogue. Ouais, quand c'est bien écrit. Car oui, n'est pas Tarantino qui veut, et Lucas ne sait tout simplement pas écrire de bons dialogues. Les scènes d'amour sont niaises, les personnages changent complètement de personnalité en 15 secondes chrono. Il faut qu'il soit jugé. Qu'est-ce que j'ai fait?
Il n'y a aucun rythme. Et si vous trouvez que 34%, c'est pas beaucoup, bon, à la limite, pourquoi pas? Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est leur répartition tout au long du film. La majorité de ces scènes sont entre la 24e et la 102e minute du film, presque sans interruption, à part les quelques séquences très courtes sur Kashyyyk et le combat sur Mustafar. Je ne peux pas affirmer que The Force Awakens nous fera ressentir les mêmes choses que l'avait fait la trilogie originelle. Après tout, et là je m'exprime pour ceux de ma génération, nous sommes devenus des adultes, et nous ne nous attachons plus aux choses comme c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations et de responsabilités. Et aussi fans que l'on puisse en être, Star Wars n'occupe plus qu'une petite part de notre existence. Nous sommes aussi plus dans la réflexion et l'analyse, et il est plus difficile de nous laisser embarquer innocemment dans un récit. C'est pourquoi, à moins d'un tour de force qui tiendra du génie, notre implication émotionnelle sera moindre. Mais j'affirme que ce film sera bien meilleur que ne l'ont été les épisodes 1, 2 et 3. Avec l'expérience de la prélogie, ils savent très bien quelles sont les erreurs à ne plus commettre. Et le choix de J.J. Abrams, un vrai fan de la saga, montre une certaine volonté de renouer avec la magie de la première trilogie. Car oui, J.J. Abrams est quelqu'un qui comprend l'aspect mythologique des œuvres de la pop culture. Il n'y a rien de plus important dans Star Wars que son aspect mythologique. J'ai eu la chance de rencontrer Miltos Sirolemu, Syrio Forel dans Game of Thrones, et qui a joué également dans Star Wars épisode 7. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit. J.J. understands the mythological aspects of Star Wars. Et si le maître à danser le dit, on ne peut que le croire. C'est pas un argument, ça, capitaine. Vous vouliez juste montrer à tout le monde que vous l'avez rencontré. C'est une histoire qui s'adresse à chacun d'entre nous, qui aborde des sujets qui transcendent les cultures et les générations. Le meurtre du père, l'accomplissement de soi, le sacrifice, c'est tout ce que l'on avait perdu dans la nouvelle trilogie. Et j'ai vraiment confiance dans le fait qu'Abrams renoue avec cet esprit. D'ailleurs, les 2 trailers que nous avons vus, ils n'ont fait que me rassurer. On y sent bien le travail en décor réel que j'abordais plus tôt. Et il y a un doux parfum épique qui émane de chaque image. On y voit littéralement le passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération de la saga. Ce qui me laisse penser que J.J. Abrams a eu l'intelligence de se concentrer avant tout sur de nouveaux personnages. Avec juste ce qu'il faut de fanservice pour faire le lien. Pour finir, souhaitons bon vent à George Lucas. Et espérons que le fait de s'être déchargé du poids que pouvait être Star Wars lui permettra de trouver des projets qui lui tiendront à cœur. Et n'oubliez pas, que l'on soit un inconditionnel de la première heure ou un fan de Jar Jar Binks, la force est une puissance qui nous unit tous. Et après tout, n'est-ce pas cela le plus important? Allez, merci pour votre écoute, citoyens. Et à très bientôt sur le Nexus 6. Vous avez complètement changé de discours, là, capitaine. Oh putain, Zerbu, tu vas pas commencer à me casser les couilles. Bon, écoutez, j'irai voir votre sœur et puis on arrangera les choses. Quoi?